Les deux médicaments réduisent l'épaisseur du sous-champ de la maculaire centrale. Il n'y a pas de différence significative. Cette étude a été financée par le ministère de la Santé, celui-là même qui a interdit l'utilisation de l'Avastin. Voilà, supported by a grant from the French Ministry of Health, Programme hospitalier de recherche clinique nationale 2008. Ce sont aussi vos ils impôts... Ils se tirent une balle dans le pied. Ils financent et ils disent non. Ce sont aussi vos impôts qui ont payé cette étude. Pour ces deux professeurs de médecine, c'est incompréhensible. Malgré les études qui légitiment l'utilisation de l'Avastin, la Direction générale de la santé ne veut rien savoir. Le résultat de ce système, très pervers, mais c'est une traduction immédiate, en 2012, le médicament Lucentis est devenu la première dépense de médicaments remboursée par l'assurance maladie en France. 390 millions d'euros. 390 millions alors que normalement, on aurait dû dépenser 10 millions au plan national avec l'utilisation des seringues d'Avastin. 380 millions d'euros de différence. Une économie dont l'hôpital public aurait bien besoin, selon ces deux médecins. La frustration, elle est en tant que citoyen, de savoir que ce que je vais injecter à mon patient coûte presque, si vous voulez, le salaire d'une infirmière. En tout cas, si on injecte les deux yeux, c'est plus que le salaire d'une infirmière. Ça, c'est très choquant. Donc c'est en tant que citoyen qu'on est très choqué. On souffre tous les jours en termes d'investissement dans les dépenses de santé en France. On est dans un, vous avez vu l'Hôtel Dieu ce matin, qui est un bâtiment extrêmement vétuste. Et à côté de ça, on voit toute la journée des patients qui reçoivent des ampoules à 900 € alors qu'on pourrait faire la même chose à 25. C'est ça qui est choquant. Nous avons contacté à plusieurs reprises le ministère de la Santé pour tenter de comprendre sa décision. Oui, bonjour, Madame Chantrel à l'appareil. Voilà, est-ce qu'elle est de retour dans son bureau? Non, elle est là. Elle est là, ça c'est certain. Mais elle n'est pas dans son bureau. Elle va vous rappeler ou... Non, parce qu'elle ne me rappelle pas. Ça fait 3 mois que j'essaie j'ai une demande d'interview en cours. J'ai pas de solution. Et personne ne me rappelle. Donc là, j'ai besoin d'avoir une réponse ferme et définitive de votre part. Non, vous considérez qu'elle doit vous rappeler? Quelques heures plus tard, la directrice de la communication nous rappellera pour nous dire qu'il n'y aura pas d'interview. Si le Lucentis à 895 € est le seul autorisé pour traiter cette maladie des yeux, c'est parce que le laboratoire Roche, qui fabrique l'Avastin à 25 €, n'a jamais demandé d'autorisation de mise sur le marché. Pour ces deux professeurs, cette situation arrange bien les deux laboratoires, Novartis et Roche. Les industriels sont très heureux de cette situation. Roche développe l'Avastin dans le domaine du cancer, Novartis développe le Lucentis dans le domaine de l'ophtalmologie, et tout ça se fait en très bonne entente et malheureusement avec la complicité des pouvoirs publics en France. Novartis est d'ailleurs actionnaire à 33% du laboratoire Roche. Nous avons contacté ces entreprises. Elles ont refusé nos demandes d'interview et se retranchent derrière la décision du gouvernement français d'interdire l'Avastin. Il doit être prescrit par des oncologues et administré par voie intraveineuse. Avastin ne dispose pas d'autorisation de mise sur le marché en ophtalmologie. Pour résumer, un petit calcul s'impose. Si le Lucentis à 895 € était remplacé par l'Avastin à 25 €, l'assurance maladie économiserait 380 millions d'euros par an. Mais le Lucentis n'est pas le seul médicament à creuser encore un peu plus le déficit. Avec 338 millions d'euros, voici le troisième au hit-parade des médicaments qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale. Le Crestor. Un médicament très efficace pour diminuer le cholestérol. Il fait partie de la famille des statines, qui comprend notamment 3 autres médicaments, le Taor, le Zocor et l'Elysor. Selon la Haute Autorité de Santé, tous ces médicaments ont la même efficacité. C'est aussi ce qu'affirment de nombreux cardiologues. Dans la région parisienne, le docteur Nardi suit plus de 2000 patients pour des problèmes cardiaques. Et pour lui, il n'y a pas de doute.
très franchement, je pense qu'il n'y a pas de différence entre les différentes statines. Je pense que n'importe laquelle donne un résultat comparable. Donc entre le Crestor et effectivement un générique d'une autre statine, c'est pareil. C'est pareil. Tous ces médicaments anti-cholestérol ont leur générique, qui coûte bien moins cher. Tous, sauf le Crestor. Pourtant, il est aujourd'hui l'anticholestérol le plus prescrit par les médecins. Il coûte tous les ans 338 millions d'euros à la collectivité. Mais alors, pourquoi nos médecins préfèrent-ils prescrire un médicament à 19 € plutôt qu'un générique tout aussi efficace à 10 €? Pour mieux comprendre, il nous faut aller à Grenoble et rencontrer au centre hospitalier universitaire un ponte de la cardiologie. Pour le professeur Delorgeril, si les médecins français prescrivent autant le Crestor, c'est parce qu'ils y sont largement encouragés. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est de voir que les médecins, et notamment les cardiologues, y compris dans les hôpitaux universitaires, y compris les professeurs de cardiologie, prescrivent de manière préférentielle le Crestor, y compris dans le post-infarctus, alors que les données cliniques montrent que ça n'est pas efficace, plutôt que les autres statines. Comment vous l'expliquez? La plupart des universitaires qui sont en charge de l'éducation des médecins ou de la formation post-universitaire ont tous, la grande majorité, des liens d'intérêt très forts avec l'industrie pharmaceutique et donc en fait jouent plutôt le jeu de l'industrie pharmaceutique plutôt que le jeu de la santé publique. Nous avons donc pris rendez-vous avec un médecin dont les travaux sont financés par le fabricant du Crestor. À Paris, le professeur Danchin le reconnaît, il travaille régulièrement pour les plus gros laboratoires, dont AstraZeneca. Moi, je travaille avec à peu près, je pense, tous les laboratoires qui ont fait des statines. Et quand on fait des études, il est absolument quasiment indispensable de travailler avec les laboratoires parce que la puissance publique, malheureusement, on le déplore d'ailleurs, n'a pas l'argent nécessaire à nous donner pour pouvoir faire les études qu'on aimerait faire. Les laboratoires pharmaceutiques ont donc rempli le vide laissé par l'État et financé les études du professeur Danchin sur ce médicament anticholestérol. Et ses conclusions sont claires. À dose faible, le Crestor fait aussi bien que d'autres statines à dose forte. Moi, personnellement, je suis relativement convaincu que c'est une statine un peu plus efficace que les autres. Pour lui, il n'y a donc aucune raison de prescrire les génériques, bien moins efficaces que le Crestor, fabriqué par le laboratoire AstraZeneca. Vous avez par exemple des liens avec AstraZeneca? Oui, je travaille beaucoup avec AstraZeneca, notamment pour cette étude dont vous parlez. Et vous n'avez pas l'impression que ça peut influencer votre jugement, par exemple, au sujet du Crestor? C'est une bonne question. Je pense qu'on est forcément un peu influencé de toutes parts. On a tous des influences. Quand vous êtes copain avec quelqu'un, indépendamment de tout lien d'argent, etc., vous êtes influencé. Et heureusement, j'allais dire, parce que sinon il n'y aurait pas de vie. Ce serait si on était que des machines neutres, ce serait pas vivable. La plupart de nos voisins européens, eux, sont un peu plus neutres. À l'étranger, le Crestor est assez peu prescrit. Et cette différence de comportement agace le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Lui en est persuadé, il faut arrêter de prescrire le Crestor et les autres statines pour passer enfin aux médicaments génériques. C'est pourtant pas le même prix. Si l'on avait une prescription de médicaments génériques de statines comme celle de nos voisins d'outre-Rhin, comme en Allemagne, avec les prix allemands, sur 1,2 milliard de dépenses de statines, 500 millions d'euros pourraient être économisés. La solution semble simple. Alors pourquoi ne pas arrêter de rembourser les médicaments originaux lorsqu'un générique est disponible? Pour le savoir, il faut pousser la porte de la Haute Autorité de Santé. 2 fois par mois, une commission se réunit ici. Nous allons commencer notre réunion du mercredi 18 septembre. Sa mission, évaluer l'efficacité et le progrès apporté par les médicaments. Son nom, la Commission de la transparence.
Autour de cette table, 26 médecins et également une représentante du LEM, le syndicat de l'industrie pharmaceutique. À l'ordre du jour, l'évaluation de l'efficacité d'une dizaine de nouveaux médicaments. Merci. Qui vote pour un service médical rendu? L'an dernier, la commission de la transparence a admis au remboursement 9 nouveaux médicaments sur 10. Et le président de la commission le regrette. Mais en fait, il n'a pas le choix. Il y est contraint par la loi. Il n'y a pas de secret. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit arriver un médicament qui ne fait pas mieux que ce qui existe? La réglementation ne nous permet pas de le refuser. Parce que la firme qui verrait son produit refusé alors que son médicament n'est pas moins bon dirait « mais nous sommes plus maltraités que les autres, donc vous n'êtes pas équitable entre les produits ». Et à ce moment-là, le Conseil d'État peut dire, il ne s'est pas privé de le faire déjà, mais pourquoi est-ce que vous traitez différemment, par exemple, un médicament du cholestérol et un autre médicament qui fait baisser le cholestérol? Ces deux médicaments sont équivalents. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est pris et l'autre qui n'est pas pris au remboursement? Résultat, l'arrivée chaque année sur le marché de tous ces nouveaux médicaments freine la prescription des génériques, pourtant bien moins chers. Le prescripteur, il attend du nouveau médicament plus d'efficacité, même si ce nouveau médicament n'en apporte pas. Il veut aussi, je le pense, démontrer à son patient qu'il est au courant des dernières acquisitions de la thérapeutique. Donc il y a un engouement pour le nouveau, et si vous ajoutez à cet engouement par le nouveau le fait que ces médicaments nouveaux ne sont par définition pas génériqués, et donc profitent de la promotion de la force de vente du laboratoire, vous avez presque toute l'explication du fait qu'en France, les nouveaux médicaments qui sont souvent, pas toujours, mais souvent les plus coûteux, sont aussi les plus prescrits. Là encore, calculons. Si les médecins français prescrivaient les génériques des médicaments anti-cholestérol au lieu du Crestor, comme c'est le cas chez tous nos voisins européens, nous pourrions faire une économie de 200 millions d'euros. Alors papa, ton tout vive. Moi je comprends pas. Pour mon traitement, il m'a donné un médicament générique. Je le sens pas. Les médicaments génériques, les Français les ont découverts au début des années 2000. C'est pas la même couleur non plus. Et pourtant c'est pareil. Depuis leur arrivée sur le marché, ils ont permis une économie de 13 milliards et demi d'euros. Ouvre ta bouche. D'habitude c'est l'emballage qui te soigne. Les médicaments génériques, vous pouvez leur faire confiance. Ils sont sûrs, efficaces. Et comme ils sont moins chers, tout le monde y gagne. Mais tous ne voient pas les génériques d'un bon œil. Pour les firmes pharmaceutiques qui commercialisent les médicaments originaux, l'arrivée des génériques rime avec chute de bénéfices. Une affaire judiciaire a même révélé certaines pratiques. L'un de ces laboratoires a été condamné pour avoir tenté de jeter le doute sur l'efficacité des génériques. C'est l'histoire du Plavix, ce médicament vendu beaucoup moins cher en Italie. En 2009, le brevet du Plavix, médicament phare de Sanofi, touche à sa fin. Le laboratoire aurait alors décidé de mettre en place une stratégie de dénigrement à l'égard des génériques du Plavix. C'était la mission des commerciaux de Sanofi. Cette femme travaillait à l'époque pour le laboratoire. À visage caché, elle raconte comment elle était chargée d'intimider les médecins. On nous demandait de leur dire, si vous donnez un générique, ce patient risque de faire des complications cardiovasculaires. Alors il y avait une stratégie de communication, par exemple, si on avait identifié que un médecin utilisait un médicament concurrent, il nous demandait de disqualifier de manière insidieuse, pas directement, en semant le doute, toujours dans l'esprit du médecin.